la Bibliothèque nationale de France. En écho à l'exposition Épreuve de la matière, une table ronde revient sur le défi que représentent aujourd'hui les nouvelles incarnations de la photographie contemporaine pour les conservateurs et restaurateurs. Alors bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux nous écouter, mes collègues restaurateurs, restauratrices et moi-même. Donc je suis très contente de pouvoir mener cet échange avec mes trois collègues de l'atelier de restauration, restaurateurs de documents photographiques que je vais présenter. Donc Philippe Bérard qui est avec nous à l'écran en visioconférence. Céline Billard, juste à côté de moi, voilà, restauratrice photographie également, et Dorothée Clermontel. Tous trois ont été les chevilles ouvrières de la préparation de l'exposition Épreuve de la matière, dont je suis commissaire, qui est actuellement visible en galerie 2 sur le site de la bibliothèque François Mitterrand, et dont je vais présenter en quelques mots avant d'échanger avec mes collègues sur leur travail dans le cadre de cette exposition. Peut-être en préambule dire que cette exposition naît d'un double constat. Le premier, tout d'abord, une très grande richesse des collections du département des estampes et de la photographie sur le thème de la matière, aussi bien représentée par les photographes qu'expérimentée par eux-mêmes dans le cadre de différents procédés photographiques, qu'ils soient analogiques ou numériques. Donc, ce qui explique qu'à peu près 70% des 200 œuvres et quelques présentées dans l'exposition sont issues des collections du département et 30% de prêts extérieurs. Une raison à cette richesse des collections, notamment dans le cadre de pour la photographie contemporaine, c'est que de 1968 à 1996, Jean-Claude Lemanie, qui a été conservateur pour la photographie contemporaine et auquel nous rendrons hommage dans une semaine, le 17 janvier d'ailleurs, à l'auditorium Liechtenstein, juste en face côté INHA, a été très sensible et a beaucoup soutenu la recherche matiériste des photographes contemporains. C'est pourquoi on retrouve, notamment dans une exposition dont il a été commissaire en 1994, La matière, l'ombre, la fiction, un certain nombre d'auteurs que j'ai également exposés dans Épreuve de la matière. Par ailleurs, l'autre constat qu'on a pu faire ces 10 dernières années, c'est que un certain nombre de jeunes photographes, entre 25 et 40 ans, a eu à cœur, en contrepoint en fait de la photographie documentaire contemporaine, très présente dans les institutions et sur le marché de l'art, de proposer une recherche matiériste en photographie. Et un certain nombre d'expositions ont recensé aussi ces recherches. J'en citerai quelques-unes. Light Paper Process en 2013 au Getty Museum, ou encore What is a Photograph à l'ICP de New York, qui a eu aussi une forme de ramification dans l'exposition Qu'est-ce que la photographie en 2015 au Centre Pompidou. Donc c'est forte de ces différents constats que j'ai souhaité réaliser cette exposition, qui se déploie en 4 grandes parties. Une première partie qui interroge plutôt la question de la représentation des matières par les photographes, avec une syntaxe visuelle variée, qu'il s'agisse du gros plan, de l'utilisation du flou et du net, ou encore de l'utilisation de différents types de papier. Avec une iconographie qui a trait plutôt au corps, à la nature, au paysage, et également au médium lui-même, puisque ce qui est très important aussi dans ces démarches matiéristes, c'est que les photographes
de façon aussi un peu réflexive, interrogent la matière même de leur médium. Une deuxième partie, l'image labile, la matière expérimentée, traite finalement de ce que l'on pourrait appeler d'un côté la cuisine du laboratoire, la chimie argentique, et puis de l'autre le menu de l'ordinateur, donc une recherche plutôt sur la post-production, l'intégration aussi des nouvelles technologies aux recherches expérimentales des photographes. Voilà, donc quelques images comme ça pour vous donner envie, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Une troisième partie qui interroge plutôt la question de l'hybridité, donc comment les photographes vont, dans une recherche un peu mixte média, aller du côté de la peinture, des arts graphiques et hybrider la photographie avec d'autres médiums. Ou bien finalement utiliser les ressources propres du médium photographique pour faire en sorte qu'il évoque d'autres matérialités possibles. Et enfin, une quatrième et dernière partie interroge la précarité de l'image, la possible fragilité de l'image, puisqu'on note quand même une tendance très forte chez ces photographes à réfléchir à la notion d'archive photographique, à l'utiliser, à la détourner, à montrer aussi les possibles altérations de la matière. Donc autant de réflexions qui nourrissent les pratiques des photographes et cette exposition. Alors, bien évidemment, un travail d'exposition est toujours un travail collectif, et derrière la figure du commissaire, eh bien, il y a aussi beaucoup de collègues, de la régie des expositions. J'en profite pour saluer mes collègues de la direction du développement culturel, également de la préparation des expositions, je pense notamment à Ariane Jouot, l'atelier d'encadrement, saluer le travail remarquable qui a été mené par Caroline Bruyant-Martin et par Mélanie Dunstetter pour l'encadrement de toutes les œuvres de cette exposition. Et puis, donc, je le disais en préambule, le travail des restaurateurs qui m'ont accompagné tout au long de la préparation de cette exposition. Donc c'est un travail de longue haleine, près de 2 ans de réflexion, notamment pour essayer d'identifier de quel type de technique il s'agissait, parce que nous n'avons pas toujours les traces de ce que les photographes nous donnent, nous déposent, de ce que l'on achète aussi parfois. Un travail aussi de réflexion sur les modalités de présentation des images. Est-ce que ça sera un encadrement, voilà, un montage flottant ou bien un passe-partout? Donc des réflexions qui nous ont animés un certain temps. Et peut-être pour commencer aussi interroger la restauration à l'aune des nouvelles stratégies adoptées par les photographes contemporains pour incarner, donner une forme matérielle à leurs images, ce qui pose de nombreux défis aux chargés de collection ainsi qu'aux restaurateurs, notamment dans le cadre des œuvres dites mixtes médias, donc plusieurs médias qui hybrident photographie et dessin, photographie et peinture, photographie et sculpture, etc. Alors peut-être une première question pour vous trois, comment le métier de restaurateur s'adapte-t-il à ces nouvelles caractéristiques? Alors peut-être Philippe, souhaites-tu commencer en présentant le travail que tu as mené sur la restauration et la préparation de cette œuvre de Véronique Bourgoin? Alors, bonjour à tous. Alors, l'œuvre de Véronique Bourgoin, je me souviens quand elle est arrivée dans l'atelier, elle nous a été déposée par un chargé de collection
Anne-Sophie qui est peut-être dans la salle. Et donc, moi, pour tout dire, j'avais encore jamais vu une photographie recouverte dans son intégralité de paraffine recto verso. Voilà. Alors en fait, comme ça fait vraiment depuis le mois de février, je crois qu'on travaillait dessus. Je vois les deux clichés à l'écran, mais je ne me souviens plus. Voilà, c'est ça, les altérations. Alors je ne me souviens plus si c'est sur la photographie où il y avait la poire représentée ou les deux bananes, si je me souviens bien. Manioc, ouais, c'est du manioc. Des deux maniocs, voilà. Alors évidemment, je suis un peu loin et je suis sur mon téléphone parce que l'ordinateur n'a pas fonctionné ce matin, donc j'ai un tout petit écran. C'est un petit peu compliqué, mais je vais arriver à un petit peu me souvenir de tout ceci. En fait, sur un des deux clichés, il y avait, donc je pense, voilà, c'est que la photographe, on en avait discuté avec Céline Dorothée. Moi, je me posais la question de savoir si c'était la paraffine qui coulait si la photographe faisait couler de la paraffine recto verso sur sa photo en la tenant peut-être avec une pince ou accrochée avec un fil ou autre chose, mais apparemment dans les angles, et je n'ai pas constaté de trous ou de marques pouvant nous donner ces indications. Et donc apparemment, il semblerait après réflexion collégiale que ce soit des bains. Si jamais mes deux collègues veulent intervenir à ce sujet, je pense donc effectivement que ça a été utilisé dans un bain. Et donc, alors la problématique, alors je ne sais pas, Héloïse, si tu m'entends, mais ces photographies, je ne sais pas si elles sont arrivées, elles ont été en don, en achat, si elles ont déjà été passées de main en main, je ne sais pas trop. Ces deux clichés, je ne sais pas. Il y avait un achat et un don du temps de Jean-Claude Lemagny. Oui. Voilà, c'est un don. Donc en fait, ce que je pense à ce niveau-là, c'est parce que donc le fait d'avoir été en bain, je pense que le cliché, alors donc en toute façon, c'est un tirage argentique qui a donc été recouvert de paraffine. Et donc évidemment, pour moi, c'est plutôt de l'ordre de l'objet maintenant, puisque l'action de la paraffine a fait que dans les angles, il y avait certainement, ça a rebiqué. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en posant cette photographie sur une table ou pouvoir la présenter dans un cadre, on se rend bien compte que c'est plus plat et donc il va falloir s'adapter pour le montage futur. Et donc les altérations que j'ai pu constater, c'était au moment où il y a eu ce bain. Je crois que sur l'une des deux, il y avait une bulle qui a certainement éclaté, puisque c'est un don, donc elle est passée dans d'autres mains avant d'arriver chez nous à la BNF. Et donc il y avait un manque de cette matière paraffine sur l'image. Et ce que j'ai constaté dans le bas de l'image, et je pense que ça c'est dû à une manipulation, quand on a tendance à prendre un papier, on le saisit avec son pouce et son index, et la fragilité de la paraffine a fait qu'il y a eu des cassures dans le bas de l'image. Et donc il y avait une multitude de micro-sillons et plusieurs morceaux avaient disparu. Donc il y avait ces sillons étaient assez prononcés et je me suis posé la question en me disant que si je la monte comme ça, il risque d'avoir des particules qui tombent dans le fond du cadre quand ça va être mis en verticalité. Et en plus, pendant le transport, si jamais il y a des vibrations, on va avoir ce genre de problématique. Donc j'ai pris la décision d'utiliser donc une loupe binoculaire pour pouvoir mieux voir de quoi il s'agissait. Et j'ai pris la décision avec une spatule chauffante en approchant légèrement la spatule sans toucher le document. Ça a ramolli la paraffine et j'ai pu au moyen d'une spatule en téflon combler les sillons de tous ces petits bouts qui menaçaient de tomber. Voilà, c'est à peu près le seul problème sur ce document que j'ai constaté et je suis intervenu juste à ce niveau-là. De plus, alors si je peux faire une parenthèse justement, ça s'arrête pas uniquement à la présentation d'une œuvre, une exposition, ça continue après et donc il va falloir vraiment s'occuper du conditionnement futur, éviter les écrasements et pouvoir avoir une manipulation aisée. Vraiment, c'est des documents très très fragiles
Et voilà, c'est tout ce que je pouvais dire à propos de ce document. Ça a été après une question de montage, mais ça, je pense qu'on verra plus tard lors de l'intervention. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ce propos. Merci beaucoup, Philippe. Je retiens effectivement cette idée que tu développais qu'une photographie n'est pas simplement une image, qu'elle est d'abord un objet, et cette exposition le rappelle, qu'il y a une tridimensionnalité aussi à prendre en considération. Je me tourne maintenant vers Céline. Peut-être peux-tu nous dire aussi quelles sont tes réflexions de façon plus globale, en prenant appui sur cette œuvre de Nathalie Battens et Antonin Ozil. Pour Oiseaux de nuit, qui est en fin de compte la problématique par rapport à une photographie plus classique, c'est le relief qui a été créé dans le papier avec certainement une plume et qui nous empêche de faire des mises à plat et de le mettre sous cadre classiquement. On a cette difficulté, on rencontre ces problématiques dans beaucoup de photos de l'exposition, comme des déchirures ou des coupes faites volontairement par les artistes. Et du coup, ces interventions fragilisent le support de l'œuvre, et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir un travail plus délicat et être soucieux d'arrêter la dégradation si celle-ci persiste avec les manipulations et les stockages. Alors sur cette notion des mixed médias, peut-être un mot aussi sur l'œuvre de Laurent-Serge Arter. Par contre, à l'inverse, cette œuvre qui est en collaboration avec l'artiste et les ateliers de Sèvres est un support qu'on ne traite pas du tout dans les ateliers, et donc du coup on pourrait plutôt se rapprocher des ateliers de Sèvres et de l'artiste pour pouvoir porter conseil dans la conservation, et en cas de dégradation une question. Après, on prendra les questions après. Merci. Peut-être un mot, Dorothée, sur l'œuvre de Christophe Pruskowski sur laquelle tu as travaillé. Oui, et puis plus généralement sur les mixed médias, en fait, ce qui est important pour nous, les restaurateurs, c'est d'identifier les matériaux qui sont utilisés. Savoir à la fois les identifier, savoir les traiter, ou si on ne sait pas les traiter comme précédemment avec l'œuvre en porcelaine, faire appel à des collègues d'autres spécialités. Mais il ne faut pas oublier que les photos sont de toute façon très souvent des objets composites, et depuis le 19e siècle. Et pour celle-ci, l'identification a été assez compliquée parce qu'il a fallu savoir quelle était l'émulsion sur le support. Donc le support, c'est assez clair, c'est de la toile, c'est quelque chose de très épais, c'est très gondolé. Et il fallait la monter sans trop la contraindre, sachant que si on ne connaissait pas quel était le liant, la tension pouvait aussi avoir un impact sur sa conservation. Donc j'ai fait des tests, j'ai regardé à la loupe binoculaire en faisant des tests. Bon, il s'avère que c'est normalement de la gélatine sur une toile, donc c'est un tirage gélatino-argentique sur toile. Donc je ne sais pas si l'artiste a fait lui-même son émulsion et l'a posé sur la toile, ou si il l'avait acheté comme ça dans les années 80. C'est le genre de choses qu'on pouvait trouver. Mais l'identification des procédés en fait est primordiale pour la restauration, dans la mesure où selon les matériaux qu'on a sous la main, on va pas avoir les mêmes gestes, on va pas utiliser les mêmes matériaux de restauration ou de montage. Donc ça, c'est la difficulté majeure pour nous en fait avec ce genre de photographie contemporaine ou même ancienne. Merci. Alors j'en viens maintenant aussi au fait que certains photographes contemporains recourent à des procédés qu'on appellera communément anciens, en tout cas des procédés caractéristiques du 19e siècle, daguerréotype, ambrotype, orotone, calotype. Et alors, est-ce que votre approche est différente lorsque vous restaurez ce type d'œuvre actuelle, ou bien est-ce que vos questionnements sont similaires à se poser au moment de la restauration d'œuvres du 19e siècle? Alors, à la fois c'est similaire et en même temps c'est différent.
C'est similaire à la fois parce que ces objets qu'on a à l'heure actuelle, qui sont des reproductions de procédés du 19e, c'est le même objet, c'est fait de façon identique, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, un ambrotype a un verre, enfin le verre du 19e siècle n'est pas le même que le verre qu'on a maintenant. Ça, c'est des objets qui sont contemporains de toute manière. Et les produits chimiques aussi sont plus purs à l'heure actuelle. On a aussi ces choses-là. Les matériaux sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, le vernis noir qu'on utilise sur un ambrotype à l'heure actuelle n'est pas le même vernis qu'on utilisait au 19e siècle, en tout cas la plupart du temps. Et puis les altérations sont pas non plus les mêmes, c'est-à-dire que la temporalité a aussi une importance pour les œuvres. Les altérations qu'on trouve sur les œuvres, les dégradations, sont le résultat d'un processus qui est lent et qui fait partie vraiment de l'objet. Et la dimension matérielle de ces objets-là, elle est conditionnée, enfin notre façon de réceptionner ces objets-là, c'est conditionné aussi par la temporalité de l'œuvre. C'est-à-dire que si on a une œuvre qui a 15 ans, une œuvre qui a 150 ans, on n'aura pas les mêmes effets du temps sur ces œuvres-là. Et donc les dégradations seront pas les mêmes. Et c'est vrai que sur ces œuvres très contemporaines, les dégradations sont pas toujours présentes. On n'a pas forcément restauré beaucoup d'objets pour épreuve de la matière, parce que les photographies sont assez récentes, donc on a effectivement quelque chose de très différent, à mon sens. Si je peux me permettre aussi concernant l'œuvre de Guillaume Kratinger ou Kratinger, je ne sais plus comment on dit exactement. En tout cas, dans la présentation de son travail aussi, un ambrotype au 19e siècle, il était forcément posé sur un fond noir. Oui. Or, chez cet artiste contemporain, ce qui l'intéresse, c'est d'interroger aussi un ambrotype peut-être rappelé aux néophytes dans la salle ce que c'est-à-dire que c'est un négatif sur verre rendu positif à partir du moment où on le pose sur un fond noir, et que ce qui intéresse cet artiste, c'est aussi d'avoir ce négatif au seuil du visible, de le conserver. C'est pourquoi en fait la présentation ici dans l'écrin est en partie visible, donc ici sur le fond noir, et en partie invisible, ou en tout cas difficilement lisible, avec ce négatif blanc sur blanc. Oui, c'est ce qu'on appelle une image amphitype, c'est-à-dire qu'on la voit positive si on la voit sur un fond noir et on la voit négative si on la voit par transparence. Donc c'est une image, enfin le 19e siècle a expérimenté ça très tôt. C'était en fait l'ambrotype est né dans les années 1850. C'était une espèce d'alternative un peu moins chère que le daguerréotype. Et pas forcément plus pérenne, mais en tout cas moins onéreuse, puisque le daguerréotype est fait, c'est une image de cuivre argenté, c'était quand même quelque chose d'extrêmement onéreux que tout le monde ne pouvait pas se payer. En revanche, l'ambrotype est aussi un objet on peut se faire un portrait en ambrotype dans une foire, ça coûtait cher certes pour un ouvrier, mais c'était déjà plus abordable. Alors, peut-être évoquer aussi que dans l'exposition, il y a plusieurs générations de photographes qu'on a mis en dialogue. Des photographes, on l'a vu comme Guillaume, qui sont très très jeunes, comme Martine Becca, qui appartiennent à cette génération qui, dans les années 80, a participé d'une certaine façon par ses expérimentations à la reconnaissance de la photographie en tant qu'art. Les années 80 en France, c'est le moment aussi où la photographie prend une place sur le marché, mais aussi dans les institutions patrimoniales. Et ces recherches, ces expérimentations, finalement, placent aussi la photographie comme un possible beaux-arts, dans le champ possible des beaux-arts, et donc un photographe comme Martine Becca, au même titre que Patrick Bagny-Maître-Grand, qui sera commenté par la suite, œuvre pour ce faire. Alors peut-être veux-tu dire un mot, Dorothée, de Becca? Oui. Typiquement les photographies de Martin Becca. Donc Martin Becca fait des négatifs papier, donc à la chambre, grand format, et donc c'est des techniques vraiment très très anciennes. C'est parmi les premières techniques photographiques, donc des négatifs papier. Donc c'est à partir même des années 1840. Et donc on a des œuvres qui sont avec une technique vraiment très ancienne, mais avec un papier contemporain, avec de la chimie contemporaine.
Donc c'est des œuvres qui sont très fragiles, parce que ces œuvres sont très fragiles. L'argent métallique qui est présent sur la surface de la photographie est extrêmement sensible, que ce soit au contact, aux polluants atmosphériques, etc. Mais elles sont encore en très bon état. En revanche, il faut qu'on en prenne grand soin, c'est-à-dire en termes d'isolation atmosphérique et de contact. Mais la restauration en soi n'est pas une nécessité. Là, en fait, on est plus sur des problématiques de conservation que de restauration réellement. Alors là, on change de technique, mais on reste quand même dans le 19e. Céline, tu es intervenue sur ces orotones. Alors peut-être peux-tu déjà nous rappeler de quoi il s'agit? C'est une plaque de verre qui sert d'image, et derrière on a une couche or qui révèle l'image, un petit peu comme la photographie qu'on a vue précédemment. Celles-ci, qui sont contemporaines, permettent d'être vraiment visibles par rapport à l'image qui a été traduite par l'artiste, qui a utilisé en fin de compte tout ce qui est actuellement sur nos appareils téléphones, et qui passe vraiment très très vite au quotidien, et elle les a figées dans une technique ancienne. Voilà, comme un petit peu ce que disait Dorothée, à part nous, pour celle-ci, l'image qui est vraiment très contemporaine, tout le reste est vraiment des techniques reprises anciennes. Alors là, pour la présentation de ce travail, il y avait l'idée aussi, en collaboration avec l'artiste et sa galerie, de justement proposer de montrer l'objet à nu. Donc peut-être peux-tu nous dire à nu et incliné. Et donc du coup, ça a été la problématique avait été vue avec l'artiste et la galerie, et on a installé un système de scratch à l'arrière directement sur l'œuvre, ce qui a posé des vraies questions de conservation, restauration là, ouais. Mais alors à nu, moi j'aimerais intervenir. J'ai pas, je me souviens pas dans l'exposition comment c'était, mais à nu ça implique. Il y a quand même une vitrine devant, je me souviens plus. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de vitrine. Alors ça, on pourra revenir dessus à un moment ou à un autre, parce que ça, c'est quand même des particularités d'exposition qui sont quand même, assez dangereuses. Sur cette exposition, mais tout se passe très bien. Ça fait plusieurs mois qu'elle est ouverte et on n'a eu aucun souci de dégradation. Voilà, non, parce que si je fais un parallèle avec... si on veut, comme c'est assez vivant comme discussion, je me souviens qu'on était allé dans une galerie au mois de mars pour voir une œuvre qu'on devait récupérer, qui est d'ailleurs dans l'exposition. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était les œuvres qui étaient complètement trouées, voilà, et qu'on peut voir avec une plaque luminescente derrière une fois que c'est posé vers la verticale. Et je me souviens, quand on est entré dans cette galerie, il y avait une multitude d'images qui étaient collées au mur directement sur des petites boulettes avec de la colle derrière. Alors moi, évidemment, j'ai un point de vue là-dessus, mais c'est peut-être pas le point de vue de tout le monde. Tout ça aussi, quand on présente un artiste qui est, je sais pas, en résidence dans une galerie pas forcément connue ou qui commence à vendre, peut-être qu'il y a aussi une démarche du marchand qui veut pas trop investir non plus dans des cadres, parce que ça coûte quand même énormément d'argent. Et donc, est-ce que c'est vraiment une volonté de mettre ça au mur pour faire joli, ou si c'est pour éviter d'acheter des cadres, je ne sais pas encore. En tout cas, dans les institutions, ce que je voulais dire, c'est que toutes ces œuvres qui sont montées, comment dirais-je, sans vitrine et qui sont à même le mur sans protection, moi je sais, pour faire une petite aparté, qu'en allant visiter l'exposition Noir et Blanc qui est dans la galerie juste à côté, j'ai constaté une multitude de gouttelettes et de je ne sais pas ce que c'est sur les verres, et c'est quand même assez inquiétant. Voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire. Voilà. J'espère que j'ai pas coupé le fil, mais c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire.
Non, mais par rapport à celle qu'on a présentée là, sans vitrine, c'était aussi un choix par rapport à la présentation onde de l'œuvre qui est vraiment comme un écran de téléphone, quoi. Bien un peu comme les sont présentés dans les magasins. On peut acheter aussi les téléphones. Tu voulais rajouter quelque chose, Céline? Alors, Philippe, tu as pris la parole, je te la laisse. Voilà, oui, peut-être notamment pour parler de Patrick Bailly-Maître-Grand, qui, comme Martine Becca, fait partie de cette génération qui a beaucoup œuvré en essayant de raviver un peu le frisson expérimental des pionniers. Donc voilà, le daguerréotype de Patrick Bailly-Maître-Grand. Et puisque quand nous avons préparé cette discussion, tu évoquais aussi les daguerréotypes de Giraud de Prangey sur lesquels tu étais intervenu. Peut-être peux-tu nous parler un peu de tes interventions, tes réflexions autour des daguerréotypes dans l'exposition? Oui, alors en fait, Patrick Bailly-Maître-Grand, alors PBMG pour les intimes, je crois que je ne sais pas si, enfin en tout cas j'ai vu ça sur un papier et ça je me suis dit oh mon Dieu mais qui c'est? Puis après je me suis dit évidemment c'est lui. Voilà. Et donc alors évidemment moi je ne le connais pas personnellement mais autour de cette table il y a Dorothée qui le connaît, je crois qu'elle a pris des cours avec lui. Oui. Voilà et donc c'est un spécialiste chimiste, tu me corriges si c'est pas ça Dorothée. Si, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Donc en fait, ce matin, c'était très drôle parce que pour réviser un peu tout ça, je suis allé sur son site internet. Et donc c'est un monsieur maintenant qui a 80 ans. Et d'ailleurs, si vous voulez y aller sur son site, donc il parle de lui et il a des réflexions assez drôles sur l'évolution de la photographie. Ça m'a bien fait rire ce matin. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller sur le site. C'était vraiment très drôle. Donc en tout cas, il a présenté. On a donc un achat de je sais plus combien, un ou deux daguerreotypes ou trois en 1989. Donc celui dont on parle actuellement, c'est un détail d'un grillage américain. C'est le titre qu'il a donné à son daguerreotype. Et moi, je voulais faire un parallèle. Je reviendrai après sur son daguerreotype à lui, mais moi, je me souviens que ça fait longtemps que je suis à la Bibliothèque nationale, donc j'approche de ma 40e année de présence dans cette institution. Et alors, je voulais faire une petite parenthèse, moi, à propos de Giraud de Prangey, qui est un descendant d'aristocrate très fortuné. Et donc, en 1950, donc lui, il est peintre, photographe. Il a fait plusieurs choses dans sa vie et il était très attiré par les arts. Donc, il est né en 1804, mort en 1892. Voilà. Et donc, il y a toute une histoire à propos des daguerreotypes de Giraud de Prangey. C'est un voisin à sa mort qui a récupéré les ruines de sa maison dans laquelle il a vécu. Et donc, il découvre à ce moment-là dans le grenier 21 boîtes renfermant des daguerreotypes avec un inventaire manuscrit mentionnant 856 plats. Donc, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que en 1950, il y a une vingtaine de plaques qui ont été offertes par la famille. C'est notamment des vues de Paris à la BNF. Et en l'an 2000, la BNF a acheté 158 plaques. La plupart c'est celles qui proviennent de son voyage en Orient, la Syrie, la Palestine. Il y a même des photographies aussi, des daguerreotypes aussi qui ont été pris en Espagne. Et donc moi ce que je voulais dire c'est que quand elles ont été trouvées et quand elles sont arrivées à l'atelier, ces daguerreotypes étaient montés d'une façon assez étrange, c'est-à-dire qu'il y avait un verre avec juste une petite réhausse. Il y avait la plaque et derrière un carton j'allais dire un carton vraiment de pied de qualité. Et tout ça était étanché. Il y avait une étanchéité qui était faite par un craft gommé. Voilà. Donc quand on voit la qualité, parce qu'on est presque à 200 ans de recul par rapport au daguerreotype, dans une trentaine d'années, ouais, à peu près, ça fera à peu près 200 ans que le daguerreotype a été inventé.
je trouvais quand même la qualité de ces plaques assez exceptionnelle, étant donné que il y a le grenier, il y a ensuite la conservation par les propriétaires de ces plaques, la diffusion, la vente, la revente, l'arrivée dans les institutions, et donc après ici, quand c'est arrivé dans l'atelier, évidemment, ça a été remonté de manière complètement pérenne avec des matériaux de conservation idéaux. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ces œuvres qui sont quand même très fragiles, puisque justement leur ennemi numéro 1 c'est la pollution atmosphérique, donc il faut vraiment qu'elles soient dans un montage complètement étanche. Et justement, donc Patrick Bailly-Maître-Grand nous a fourni, nous a vendu des daguerreotypes qui sont parfaitement montés par ses soins, et donc nous avons juste eu à les présenter sans avoir à y apporter quoi que ce soit comme restauration ou autre. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire à propos de ces plaques-là. Et c'est pour ça que j'ai fait ce petit parallèle avec Géraud de Prangé, justement par rapport à la fragilité de ces documents. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Alors, j'espère que j'ai pas été trop long et que j'ai pas été trop... Non, mais la digression sur Géraud de Prangé était très intéressante aussi, donc merci à toi. Alors, tu disais que Patrick Bailly-Maître-Grand était très soigneux, et je le confirme pour avoir, et Dorothée aussi pour le faire, pour avoir été souvent à son atelier. Et alors, certains photographes le sont moins, et peut-être ça sera l'occasion d'en reparler aussi, de sensibiliser les photographes, les créateurs au conditionnement de leurs œuvres, à la conservation de leurs œuvres. Alors, cependant, un certain aussi revendique la place de l'altération dans leurs travaux, ou en tout cas de manipuler l'œuvre d'une certaine façon, d'une façon qui peut lui porter préjudice à un moment ou à un autre, à faire usage par exemple de chimie ou de papier périmé, expiré. On le voit ici par exemple avec l'œuvre de Thomas Paquet, et pourtant le soleil tourne, et pendant ce temps le soleil tourne, qui utilise un papier périmé, et on le voit également chez Hélène Carré, sur cette série des photogrammes couleurs sur laquelle tu as travaillé, Céline. Peut-être veux-tu dire un mot? Donc voilà, en fin de compte, déjà les photographies abîmées sont composées essentiellement d'altérations physiques ou chimiques, comme tu nous expliquais. Et ça les rend uniques, hein. À chaque fois, même si on réemploie les mêmes gestes, du coup l'altération fait cette particularité. Mais ces expérimentations fragilisent aussi l'œuvre au niveau de sa structure et ou de son obsolescence plus ou moins programmée. Peut-être pour Hélène Carré, rappeler pour le public que en fait ce sont des photogrammes qui ont été donc en fin de compte, ce type de photos demande une analyse subtile sur les intentions du photographe en tant que restaurateur, pour savoir comment arrêter ou ralentir la progression des altérations, et pour ne pas aller à l'encontre de celui-ci. Et afin de respecter aussi ces actes qui sont en fin de compte volontaires. Pour ces zoogrammes, pour la série de zoogrammes de Carré, ici ce sont des plis qui sont marqués et dans le papier photographique, qui sont à l'origine du photogramme, et qui permet justement ce jeu de couleurs et des formes qui sont représentées ici. Alors, on a aussi des altérations dans cette œuvre, dans d'autres photogrammes de la photographe Gladys. Donc, tu es intervenue, Dorothée, sur le montage en triptyque de ce travail, qui rappelle un peu les paravents japonais, d'ailleurs. Oui, tout à fait. La difficulté pour nous aussi, pour les restaurateurs, c'est de reconnaître ce qu'est une altération. C'est-à-dire quand on voit justement ce photogramme de Gladys,
c'est difficile de savoir à quel niveau se situe la volonté de l'artiste et à quel niveau se situe la dégradation. Par exemple, les 3 panneaux sont des panneaux qui sont déchirés en partie. C'est des feuilles de papier qui sont déchirées. Qu'est-ce qu'on fait avec ces déchirures? Est-ce qu'on les restaure? Est-ce qu'on les restaure pas? En fait, on peut pas vraiment deviner quelle a été l'intention de l'artiste par moment. Alors là, oui, bon, ça paraît assez clair. Mais c'est toute la question pour ce genre de photographie et pour les objets en général qui présentent une dégradation, enfin dont la dégradation est partie intégrante de l'œuvre. C'est savoir nous où on s'arrête. Céline l'a dit, où elle commence, où elle s'arrête, et donc la reconnaissance de la dégradation en tant que telle. C'est la clé, mais ça nécessite aussi un dialogue un peu constant avec l'artiste, avec le conservateur, et puis de connaître aussi le contexte de création de l'œuvre, les techniques utilisées par l'artiste, etc. Enfin, c'est des questions qu'on se pose finalement beaucoup, ou de la même façon que, je sais pas, par exemple, un tirage de Le Gray où il y a une empreinte digitale, on va pas retoucher l'empreinte. Enfin voilà, c'est aussi ce genre de choses. Toute une question de curseur en fait entre ce qu'on peut faire, enfin ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit pas faire. Qu'est-ce qui est l'histoire de l'œuvre? De toute façon, la restauration, c'est pas non plus revenir à un état initial. Ça, c'est impossible. On est plus là pour stabiliser l'œuvre, pour ralentir la dégradation, comme Céline l'a dit. Mais on peut pas revenir en arrière. Je veux dire, là, c'est pas un voyage dans le temps. On n'est pas une machine à voyager dans le temps. Le restaurateur, il est pas ça. Le restaurateur, il préserve, il stabilise et il essaie de conserver pour le plus longtemps possible. Il y a des dégradations qui font partie de l'acte créateur. Là, c'est le cas. Il y a du blanchiment, de la déchirure. Et il y en a d'autres. Enfin, tu évoquais l'empreinte digitale de Le Gray qui participe de la fétichisation aussi de l'œuvre par la suite sur le marché. Après, ça, c'est un vaste débat. Oui. Est-ce que un tirage abîmé mais de la main de l'auteur vaut plus ou vaut mieux qu'un tirage fait sous son contrôle mais extrêmement parfait? Voilà, mais ça, c'est un autre débat. Philippe, toi, tu es intervenu sur ces œuvres de Riwan Trommer, qui est un photographe qui a été beaucoup soutenu par Jean-Claude Lemanie, qui est un photographe auquel la BNF a acheté un certain nombre de tirages, qui a été très généreux, qui en a donné aussi un certain nombre. Peut-être peux-tu revenir sur de quoi s'agit-il et comment on a mené cette réflexion pour le montage des œuvres? Alors en fait, Riwan Trommer, je m'en souvenais pas trop que je m'en étais occupé, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai fait des recherches un petit peu par rapport à l'exposition et par rapport à l'image qui est présentée. Donc c'est une réalisation de collage photogramme. Donc le photogramme, c'est un. Où est-ce que j'avais noté ça? Parce que je ne sais plus. J'avais fait une notation, une réalisation de collage. Donc voilà. Donc c'est une réalisation de collage d'un photogramme sur papier gélatino-argentique et des papiers à destruction de colorants à cibachrome. Donc je pense que c'est un mélange des deux. Donc l'artiste dit lui-même que l'état de ces clichés sont en perpétuelle évolution et il y a un processus d'oxydation dû à l'absence volontaire de fixateur au moment des tirages. Donc c'est au moment où il a fait ses tirages, il n'a pas réellement fixé son image, ce qui fait que la dégradation qui va être visible, c'est un miroir d'argent. C'est une sorte de métallisation de l'image, surtout dans les parties sombres. C'est comme une sorte de voile bleuté dans les noirs. Donc en fait, c'est volontaire de sa part. Maintenant, cette dégradation va certainement s'accentuer ou moins s'accentuer. C'est une migration des particules d'argent en surface. Et donc, effectivement, quand elle est bien protégée, cette œuvre, la dégradation ne va pas s'intensifier. Mais bon, comme c'est sa volonté, par contre, évidemment, la voir arriver dans nos collections et ensuite l'exposer et voir sa lente dégradation ou son évolution, ça demande une veille régulière de notre part si vraiment on veut se rendre compte de ce qu'il se passe à l'intérieur de nos boîtes de conservation. Maintenant, cette œuvre-là, je ne sais pas comment elle a été
conservée dans les magasins. Je ne sais pas si elle partage une boîte avec d'autres documents, mais ça c'est une réflexion aussi qu'il va falloir avoir après, parce que je ne sais pas s'il va pas falloir isoler ce document. Voilà, c'est la réflexion que je fais autour de ça, mais j'ai plus trop souvenir de ces images. Enfin, le visuel, je le vois bien, mais je me rends pas bien compte quand je l'avais sous les yeux. Voilà. En plus, bon, enfin voilà, c'est tout ce que je pouvais dire à ce sujet. Voilà. C'est déjà pas mal. Merci Philippe. Alors, dans le même ordre d'idées, on a aussi dans l'exposition des chimigrammes de Pierre Cordier et de Roland Ménégon. Peut-être peux-tu expliquer ce qu'est un chimigramme, comment Alors un chimigramme, c'est un petit peu comme le photogramme, hein. C'est une réalisation sans appareil photographique. En fait, je crois qu'on pose un objet sur un papier sensible et la lumière fait son effet, et ensuite il y a le chimigramme est ensuite traité comme une photographie normale, c'est-à-dire le révélateur, le fixateur et le révélateur, le fixateur, voilà, le rinçage de la photographie. Mais ce qui se passe, c'est que les chimigrammes sont souvent enduits d'autres matériaux comme de l'huile, des vernis et des cires, et donc ça fait des sortes de masquage au niveau du papier. Et en fait, le chimigramme, j'en ai vu quelques-uns dans ma carrière, pas trop, et c'est quand même une technique assez particulière. Et en l'occurrence, moi, j'en ai jamais restauré, et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir, et je sais pas s'il y en a d'ailleurs énormément dans les institutions de ce genre de procédé. Mais de toute façon, on peut pas vraiment intervenir dans la mesure où... Non, on peut pas intervenir, c'est chimique. On n'a pas, à part les mettre à l'obscurité et les isoler, effectivement, s'il y a des émanations gazeuses, on peut pas vraiment intervenir là-dessus. C'est la limite aussi de notre travail, c'est d'accepter que certaines œuvres se dégradent et qu'on puisse pas faire grand-chose. Et justement, ce qui serait intéressant, ça serait de voir, mais bon, apparemment, ça serait vraiment le rêve, ça serait de pouvoir voir la réalisation quand ça arrive dans nos collections, et d'avoir un suivi vraiment, comment dirais-je, très très précis pour voir comment ça se dégrade au fur et à mesure. Ça serait carrément génial. Ah oui, voilà. Mais alors après, comme on a 7 millions de photographies, c'est un peu difficile de faire un suivi personnalisé, malheureusement. Exactement. Mais bon, peut-être qu'en isolant certaines œuvres dont on sait qu'il va y avoir quelque chose de plus flagrant, à ce moment-là, ça serait peut-être intéressant de mettre un espèce de protocole de veille régulier, je sais pas, 1 an, 2 ans, 6 mois, je ne sais pas. C'est une réflexion. Voilà. Avec des chiens renifleurs pour les... Pourquoi pas. Ouais. Parce que je peux pas faire tout toute seule en termes de reniflage d'œuvres. Ouais. Alors peut-être on passe à la question de la préparation des œuvres, notamment des œuvres de grand format. Préparer une œuvre à sa monstration fait partie aussi de la réflexion menée avec Atelier de Restauration. Alors, quelles sont les questions qui sont posées? Je sais qu'il y a la réalisation presque de prototypes. Alors, pour cette œuvre de Lisa Sartorio, donc qui est un lait photographique, une espèce de papier peint de très grand format. L'idée, c'est de rappeler par le processus uniquement photographique, et bien d'évoquer les tissus vax africains, ou en tout cas d'évoquer aussi cette présence décorative de l'image pour mieux, dans la démarche de la photographe, finalement, venir contrer une forme d'anesthésie du regard que l'on pourrait avoir, puisque ce qui sert de matrice à ce papier peint un peu kaléidoscopique, c'est une image que la photographe a récupérée sur Internet dans un flux médiatique constant autour du génocide au Rwanda. Et donc il y a cette femme laissée pour morte au bord d'une route qu'elle utilise comme motif, mais avec cette volonté aussi de provoquer de la part du spectateur d'abord un regard de loin et ensuite un regard de près, qui est aussi un regard qui permet une réflexion critique sur notre réaction aux images.
Et donc créer, participer aussi en tant que restaurateur à l'appréhension de cette œuvre, c'était important. Alors je sais que Philippe, toi tu as réfléchi aussi à un prototype, et après je laisserai peut-être la parole à Céline et Dorothée qui ont beaucoup œuvré aussi. On a quelques clichés qui montrent le travail, le work in progress. Philippe, ouais, alors sur le prototype. Oui, le prototype, oui, c'est une œuvre qui mesure 3 mètres sur 50 cm et qu'on conserve en rouleau. Et donc, il a fallu trouver une solution pour pouvoir la monter, et on a réfléchi à la fixer avec un système de Japon derrière, mais en fait ça je laisserai la réalisation, je crois que c'est Céline et Dorothée qui s'en sont occupés. Donc en fait il a fallu vraiment trouver quelque chose de rigide pour pouvoir la présenter au mur, et justement encore une fois on n'avait vraiment pas le choix, mais il n'était pas prévu de mettre une protection devant. Donc en fait, on a fait en sorte de pouvoir faire quelque chose d'assez, comment dirais-je, pratique pour pouvoir être. Alors apparemment, c'est dans un angle de salle. Il a fallu faire vraiment très attention à ce que la circulation des gens ne puisse pas faire d'appel d'air pour pouvoir dégrader le document, étant donné qu'il n'y avait pas de protection devant. Mais si vous voulez, vous pouvez. Moi, j'étais pas là. Malheureusement, j'étais pas là quand ça s'est fixé sur le Capamount de 3 mètres de long qui a été utilisé pour pouvoir fixer cette œuvre, si vous voulez reprendre la main. Oui. Alors Céline, peut-être. Oui, donc du coup, en fin de compte, avec Philippe en amont à l'atelier, et on a fait vraiment beaucoup plus de temps de réflexion que de mise en pratique, hein, avec Dorothée sur place. Puisqu'en fin de compte, la problématique, comme dit Philippe, c'est qu'elle était roulée et qu'elle fait plus de 3 mètres de long, et que le papier est très très fin. Et qu'il est normalement censé être encollé. Et ce qui était exclu, voilà. Je précise tout de suite. Donc voilà, mais on est resté dans l'esprit qu'il soit présenté comme encollé, comme un papier peint. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il n'a pas non plus de vitrine ou qu'il est encadré pour vraiment être au plus proche du souhait de la représentation de cette œuvre. Donc, comme disait Philippe, on a utilisé un Capamount en une seule pièce. Et avec Dorothée, on a mis des pattes de papier Japon pour replier l'œuvre et le maintenir sur le Capamount, en mettant la seule colle qu'on a pu adapter, qui est la Lasco, parce que le papier étant fin, si on mettait une colle qui séchait moins vite, on avait tout de suite des gondolements ou des allongements indésirés. Et de l'autre côté, la pâte Japon a été collée avec du double face, puisque c'est quelque chose qui sera découpé après exposition. Et on voit que les difficultés de manipulation aussi, même si c'est très léger. La grande crainte, c'était aussi la fixation au mur. Et là, c'est le service Prépa Expo qui nous a fourni des pâtes en plastique autocollantes aussi, et qui ont vraiment résisté, puisque en fin de compte, c'est très haut, c'est très grand, mais c'est vraiment très très léger. Et sur ce tirage, on a eu quand même de la chance, parce qu'il était quand même en rouleau, parce qu'on les conserve dans des boîtes en polypropylène. Et je voulais dire que le souci au début, c'était de se dire que le fait que ce soit en rouleau, on allait peut-être avoir un problème de remise à plat. Et en fait, c'est un papier très fin Epson qui se déroule vraiment très très bien. Et justement, on n'a eu aucun problème pour pouvoir maintenir l'œuvre relativement plane. Moi, ma crainte, c'était que ça rebique sur les côtés, et qu'on ait vraiment un problème qu'on ait besoin de le fixer sur toute sa longueur. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Donc en fait, là, on peut dire que sur ce coup-là, on a eu de la chance. Voilà. Mais sur tout le bas, on n'a pas fixé le rouleau en bas, parce que l'allongement du papier était sur toute la hauteur, et on l'a fixé seulement une fois
l'œuvre accrochée pour justement laisser le papier se détendre et ça. Et moi, je suis retournée aussi 2 semaines plus tard pour ajouter des pattes sur les côtés parce que c'était pas suffisant. Avec le problème aussi, c'est qu'avec les visiteurs et l'humidité qui génère rien qu'en respirant, il y avait des soulèvements. En fait, ça se gondolait un peu sur les côtés. Et j'ai dû réintervenir un jour de fermeture pour maintenir le mieux possible sur les côtés, et notamment pour que, comme il n'y a pas de protection devant l'œuvre, que les gens ne viennent pas l'accrocher quand ils passent, parce que l'espace est assez restreint. Et il a fallu donc réadapter un petit peu le montage. Mais bon, pour l'instant, tout se passe bien. Il est encore en entier, mais c'est vrai qu'on a eu quand même de grandes craintes avec cette œuvre-là. Ça n'a pas été simple, hein. Comme a dit Céline, il y a eu plus de réflexion que d'action en termes de montage, mais on était assez fiers une fois que ça a été accroché au mur. J'avoue que c'était quand même une assez grande satisfaction. Oui, je suis d'accord. Ben voilà, ça fait une expérience de plus à retenir si jamais on doit remontrer une œuvre de la sorte. On s'en souviendra. Oui. Voilà. Je pense, tout à fait. Et on l'a bien documenté d'ailleurs pour ça. Alors là, on parle d'œuvres de très grand format avec une certaine forme de monumentalité. Certains photographes utilisent, on le disait tout à l'heure, aussi des papiers qui ne sont plus produits, hein, notamment les papiers à destruction de colorants, Cibachrome, Ilfoflex ou autres. Ils font alors un peu figure d'archivistes d'une certaine façon aussi de leurs moyens de production. Alors comment vous positionnez-vous par rapport à ces moyens de production, ces papiers qui disparaissent progressivement? Est-ce qu'il y a un travail de documentation aussi qui est fait? Voilà, oui. On peut parler peut-être de l'œuvre de Laure Tiberghien. Oui. Par exemple, oui. C'est vrai que l'obsolescence des matériaux et des papiers photographiques en termes de restauration est pas vraiment un problème. Je dirais que moi, pour ma pratique photographique, je le déplore. C'est très dommage. Il y a des choses qui n'existent plus et c'est très dommage. En revanche, pour la restauration, finalement, ça ne change pas grand-chose pour nous. Par exemple, la Laure Tiberghien, en fait, a racheté un stock de papier Ciba. Et elle les utilise encore en ce moment. Si c'est documenté, finalement, pour nous, ça a peu d'impact. Le risque, je dirais, que ça pourrait avoir, c'est qu'on puisse pas identifier le matériau à cause d'un anachronisme. C'est-à-dire que si on voit 2021, on pensera peut-être pas en un premier lieu, tiens, c'est un Ciba. Donc c'est pour nous le seul risque, mais après, si c'est documenté, si on sait ce que c'est, que ça a été fait l'année dernière ou il y a 30 ans, ça changera pas grand-chose en termes d'appréhension des matériaux. Ou l'utilisation de matériaux de conservation. Oui, après, ce qu'on peut dire, c'est que le Cibachrome ou l'Ilfoflex sont des papiers à destruction de colorants qui, pour la couleur, font partie des papiers les plus pérennes en termes de conservation de la couleur, et qu'on a beaucoup plus de problèmes aujourd'hui avec d'autres papiers chromogènes. Alors, un des grands enjeux de cette exposition aussi, je le disais au tout début, c'était de montrer la démarche d'une jeune génération de photographes qui interroge la matérialité de l'image photographique et qui l'interroge aussi avec un regard sur la société contemporaine, sur les défis qui sont posés aujourd'hui, et notamment en termes d'éco-responsabilité. Alors, quelle est votre appréhension, à vous, restaurateurs, de ces techniques qui prennent de plus en plus de place sur la scène actuelle? Là, on a un exemple d'Antotype d'Anne-Lou Buzeau. Est-ce que l'on doit assurer coûte que coûte la conservation de photographies qui intègrent dans leur processus créatif même leur disparition? Et quelles réflexions peut-on aussi mener en tant que restaurateur sur cette question de l'éco-responsabilité? Alors, la photographie, je pense que vous le savez, c'est pas super écolo. C'est du mercure, du cyanure, du bichromate de potassium, du cadmium, et même à la marge, on a même des photos faites à base de composés radioactifs. Bon,
c'est quelque chose qui à l'heure actuelle, mais voilà, ça a toujours été comme ça. Certains photographes devaient pas vivre très très vieux, au 19e siècle. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience de tout ça. Ça tend à essayer de rendre la photographie un petit peu plus éco-responsable. Il y a pas mal de choses qui émergent, pas tant des véritables nouvelles techniques, mais aussi beaucoup de variations, puisque par exemple les anthotypes, ça reste une variation d'autres types, procédé d'Herschel aussi, voilà, ça existe depuis longtemps en réalité. Ça nous pose nous des questions d'avoir des choses qui sont des nouveaux matériaux. Il faudra peut-être tester des nouvelles compatibilités de matériaux de conservation avec ces nouvelles chimies. Mais en ce qui concerne leur conservation, ça pose plusieurs questions. À mon sens, ça dépend. C'est-à-dire que si la disparition c'est un processus qui est involontaire, qui est indépendant de la volonté de l'artiste, bien sûr, oui, il faut essayer de conserver le plus longtemps possible, mais pour le cas où c'est une expérimentation, si c'est un choix créatif de l'artiste, la question elle est tout autre. Par exemple, là, donc pour l'anthotype d'Anne Buseau qu'on voit bien à droite, elle a choisi. Tu veux rappeler ce que c'est? Oui, alors c'est une image qui n'est pas argentique. Parce qu'elle est faite à partir d'une chimie végétale. Donc là, Anne Buseau a choisi de représenter un coquelicot à partir d'une émulsion qui a été réalisée à partir du jus de ce coquelicot. Et donc, il y a des colorants dans certaines plantes qui s'appellent les anthocyanes qui sont sensibles à la lumière. Et donc, on peut faire des images avec ça, sauf qu'elles sont pas vraiment fixées, donc elles sont pas pérennes. Donc Anne Buseau, elle a fait ce tirage qui est quand même d'assez grand format, avec un matériau non pérenne, mais c'est un choix qui est volontaire, c'est-à-dire que elle a choisi en toute conscience ce procédé qui est son état fugitif. Sauf que c'est vrai qu'on peut quand même voir que la beauté fugace du tirage, ça répond à la beauté fugace de son sujet, le coquelicot. Et quelque part, est-ce qu'on trahit pas la volonté de l'artiste en voulant conserver le tirage le plus longtemps possible? Est-ce qu'on ne brise pas la poésie de ce qu'elle a voulu montrer si on conserve à tout prix? Mais ça, c'est une question qui se pose aussi. Enfin, c'est presque plus pour toi, Héloïse, ce genre de question. Alors oui, c'est plus pour moi, d'autant que ça engage de l'argent public puisque c'est un achat à l'auteur. Ah voilà. Voilà. Non, alors juste pour dire que en fait. Pour répondre à cette question, qui est aussi une question, qui m'a traversée au moment où j'ai fait cette acquisition. Donc on a trouvé un moyen avec la photographe, c'est-à-dire que l'œuvre normalement est d'abord sensible aux UV. Or là, on a quand même un verre anti-reflet. Mais disons que la photographe, l'œuvre qui est présentée dans l'exposition est une œuvre qui nous a été donnée par l'artiste avec cette idée qu'éventuellement c'est une œuvre que l'on pouvait sacrifier. L'œuvre qui a été acquise par l'institution est une œuvre qui est conservée au noir dans les réserves les magasins de la BNF, qui peut être sorti pour une consultation par un chercheur ou autre, mais qui n'a a priori pas vocation à être exposé en plein soleil. Et puis c'est pas instantané. Là, absolument, c'est pas instantané. Il faut un certain temps. Donc ça fait partie aussi de ces réflexions où on s'est dit la prise de risque est finalement assez minime. Par rapport à cette acquisition. Pour moi, là, on est dans quelque chose qui tient plus presque du happening, en fait, que de la photographie d'archives, comme elle a pu commencer à être dès le 19e siècle. Et puis, c'est aussi une part de l'histoire de l'art. L'histoire de l'art a une mémoire sélective aussi. On n'a pas tout. Je sais pas, on a par exemple, il y a beaucoup d'œuvres qu'on ne connaît uniquement que par de la documentation à toutes les époques. Les originaux de Praxitèle, la peinture grecque, ou les grands décors de fêtes du XVIIe, XVIIIe siècle, qu'on connaît que par des gravures, donc par des sources secondaires. C'est aussi des choses qui ont toujours eu lieu dans l'histoire de l'art. Donc voilà, c'est des questions ouvertes. Moi, j'ai pas de réponse en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra faire un comparatif entre la sacrifier et la conserver. Oui, exactement. On n'a pas vraiment l'occasion. Et qu'on pourra documenter
l'évolution et l'altération éventuelle. Alors dans le même ordre d'idées, on présente aussi dans l'exposition une œuvre de Maxime Richer qu'il a réalisée au moment des grands incendies en Californie, qui est un tirage résinotype, alors qui est un tirage qui intègre de la cendre prélevée sur place au tirage. Alors Maxime Richer dit justement qu'il utilise le tirage qui a été fait par Maison Picturale, donc son tireur, utilise des pigments non toxiques. Oui, et du citrate et puis du bichromate de potassium, comme c'était le cas pour les tirages pigmentaires. Et le bichromate de potassium est maintenant interdit à la vente et interdit pour l'utilisation par les photographes, puisque c'est extrêmement polluant. Bien que l'impact par rapport à l'industrie est discutable, évidemment, mais en tout cas, c'est interdit. Et donc, les photographes, à l'heure actuelle, essaient de développer des variations de ces procédés-là pour pouvoir continuer à produire des images pigmentaires un petit peu comme on pouvait le faire jusqu'à il y a encore 4 ou 5 ans. Alors justement, à ce propos, moi, je suis un petit peu allé voir sur son site, son histoire. Il a fait quelques films sur Instagram et des choses comme ça. Donc, par rapport à ces incendies, justement, il a récupéré les résines et les cendres qu'il a ensuite prélevées sur les lieux de la catastrophe. Et j'ai pas très bien compris. En fait, il mélangeait dans son bain, lorsque la photo a été développée, il mélangeait cette cendre et cette résine qui s'agrippaient au noir. J'ai pas très bien compris le process, mais ça donne un aspect granuleux dans ces noirs, si j'ai bien compris. Oui. Voilà, c'est ce que c'est. Oui. Voilà. Oui, et en fait, il ajoute, donc c'est un tirage pigmentaire, donc en fait, il citrate de la gélatine qui est durcie sous l'action des UV avec un négatif, et ensuite les pigments viennent s'accrocher ou non, et donc ils utilisent, voilà, c'est ça. Oui. Alors, mais c'est intéressant de voir tous ces photographes, parce qu'en fait, quand on va sur leur site, ceux qui sont quand même très, il y en a qui sont plus secrets, il y en a qui sont moins secrets. Bah lui, et c'est intéressant de voir tout le process et en fait tout le cheminement qu'ils font pour créer toutes ces photographies-là. Je trouve ça assez intéressant si les gens qui assistent à cette table ronde ont l'occasion d'aller voir. C'est assez marrant et très intéressant à lire. Voilà, c'était juste une petite aparté. Alors dans le même ordre d'idées, on a des photographes qui finalement réalisent un peu une forme de circuit court photographique. Par exemple, Barbaratier qui va réaliser son propre papier et qui crée un peu des formes de tautologie photographique, puisque le papier qu'il utilise est aussi la plante qui lui permet de réaliser son papier est aussi celle qu'il va ensuite photographier. C'est le cas par exemple ici de cette série qui a été acquise des séries Botanica et Papyrifera. Peut-être, Céline, peux-tu dire un mot de ce travail Oui. Donc, en fin de compte, là, la série, on en présente 6. Les 6 sont du coup de fibres, les papiers sont de fibres différentes. Donc, à chaque fois, la question se pose pour chacune d'elles, puisqu'en fin de compte, l'artiste récolte lui-même ses plantes et crée sa matière pour en transformer et en support papier, support photo. Et la question pour nous est la stabilité et la conservation justement plus de son papier, qui a aussi une teinte particulière par rapport à un papier plus classique en photographie. Et donc il faut se documenter aussi sur la variété, les réactivités des fibres. Et puis l'aspect aussi du papier est beaucoup plus, on voit beaucoup plus la texture des fibres que sur un papier chimique où c'est beaucoup moins lisse, il y a plus de matière présente. Ça fait beaucoup plus naturel que les autres. Tout à fait.
Alors peut-être en guise de conclusion et d'ouverture, vous interrogez aussi sur la place que les nouvelles technologies prennent non seulement dans les pratiques des photographes, que ça soit le recours à l'intelligence artificielle, à la réalité virtuelle, donc une photographie qui sort un peu du cadre, ou en tout cas qui n'est même plus simplement objet, tirage, mais qui s'incarne dans des écrans, dans d'autres modalités aussi de diffusion des images. Alors, vous avez choisi dans l'exposition certaines œuvres. Alors, pour donner à comprendre aussi peut-être de façon plus évidente le travail de Laurent Serge Arter, juste sortir 2 secondes du PowerPoint pour vous montrer en fait une vidéo, puisque quand vous arrivez dans l'exposition, vous allez avoir l'impression d'être face à un monochrome noir, alors qu'il n'en est rien. Alors, je ne sais pas laquelle d'entre vous souhaite dévoiler le mystère. Si vous voulez, je peux... Alors en fait, c'est une œuvre qui nous a beaucoup intrigués quand elle est arrivée à l'atelier, puisque c'est donc une image, une représentation de cathédrale. Voilà, c'est celle-ci qui est exposée à l'épreuve de la matière. Et donc l'image est intégralement noire. On voit juste un petit relief, des petites choses, et elle est thermosensible. Et donc elle se révèle avec la chaleur du soleil. Donc c'est assez poétique, hein, c'est assez beau. Évidemment, dans l'exposition, c'était pas possible de le faire, donc on a eu envie de tester plein de trucs à l'atelier. On avoue, hein, on a pensé aux sèche-cheveux, à des plaques chauffantes, voilà. Bref, on l'a pas fait, mais c'est vrai qu'on a été très tentés. Enfin, la main fonctionnait quand même. C'est vrai que quand on a fait le montage, rien qu'en posant les pattes de papier japonais, hein, Lucille, tu étais là aussi ce jour-là. Et en fait, je l'ai maintenu avec ma main sur l'arrière, et en fait, la chaleur de ma main a révélé une partie de l'image. J'ai prié très fort pour que surtout l'empreinte de ma main ne reste pas pour toujours. Ça va, c'est parti. Mais c'est vrai que ça, c'est compliqué pour nous, parce que si on doit restaurer, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est une encre thermosensible. On n'a absolument aucune idée de comment c'est composé, parce que c'est un secret industriel. On ne sait pas quel solvant c'est réactif. On ne sait pas ce qu'on peut utiliser comme adhésif. On ne sait pas ce qu'on peut utiliser pour nettoyer, etc. Et moi, ce que je dirais, mes collègues reprendront après, mais c'est que en fait, les nouvelles technologies, il y a plusieurs niveaux. Non seulement il y a l'émergence des tirages jet d'encre, par exemple, ou des tirages issus des images numériques, qui évoluent beaucoup et tout le temps, qui sont présents depuis quelques décennies, mais qui sont quand même encore assez nouvelles, surtout qu'on n'a pas forcément eu beaucoup l'occasion de les restaurer, parce que étant nouvelles, elles ne sont pas forcément très altérées. Et à un deuxième niveau, on a aussi les fichiers numériques, c'est-à-dire que là, on parle peut-être d'un autre métier. À l'heure actuelle, les étudiants sont formés aussi à ça, ce qui n'a pas été notre cas. Donc, est-ce que c'est vraiment le même métier ? C'est une vraie question, c'est des vraies questions, hein, voilà, mais c'est quelque chose qui est actuellement en fait en questionnement, hein, puisque on a, moi je suis pas formée à l'informatique, c'est pas quelque chose qui m'attire, hein. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment la matérialité de l'objet. C'est vraiment restaurer la matière. Et puis, en plus, après ça, on peut se demander, mais c'est quoi la photographie ? C'est quoi une photographie en réalité, hein ? Alors justement, j'ai mis deux exemples d'œuvres. Donc, le travail de Grégory Chatonsky au centre, qui part du début du texte Économie libidinale du philosophe Jean-François Lyotard, qu'il a fait lire à un logiciel d'intelligence artificielle type Midjourney. Donc, ce sont des œuvres qui sont rentrées dans les collections parce que, bien évidemment, moi-même, je reste attachée à la matérialité des images et cette exposition le montre. Et je pense que les photographes aussi restent attachés à cette matérialité-là. Toutefois, voilà, il faut aussi prendre acte quand on est chargé de collection, de cette présence aussi des nouvelles technologies. Et autre œuvre qui est rentrée dans les collections, celle de Lorraine Moffat, qui est un tirage qui
fait usage de la photogrammétrie et par ailleurs qui, par l'utilisation d'un QR code dans l'exposition, auquel on a accès aussi, qu'on conserve pour les collections, permet aussi une excroissance de l'image en réalité virtuelle. Donc peut-être à avoir aussi ton ressenti, Céline, quelle est ton approche aussi de ces nouvelles technologies en tant que restauratrice photo? Alors en tant que restauratrice, ces deux techniques, en fin de compte, pour nous dans l'atelier, on a des épreuves numériques sur papier, donc on se retrouve comme pour une autre épreuve photographique sur papier. Donc ça ne change pas notre travail. C'est comme on disait pour d'autres, c'est plutôt pour justement la réalisation virtuelle où du coup il y a une conservation différente et qui nous n'est plus dans nos cordes au niveau informatique avec ce QR code qui accompagne cette photo, puisqu'en fin de compte elle est accompagnée et d'autres choses qui est proposée et qu'il n'y a plus que l'image qui est la seule œuvre en elle-même. Et c'est comme là ce que tu nous montres aussi, l'installation du couple Perret, qui elle aussi est un détournement aussi de l'image sur écran, qui sont tous cassés et qui sont voués aussi à la destruction. Et qui sont aussi des fichiers progressivement numériques et que nous, on n'a plus vraiment forcément la main sur la restauration. On peut que donner des conseils de conservation, de manipulation en tant qu'objet, mais plus en tant que photo. Alors c'est une question qui va se poser aussi pour nous en tant que chargé de collection de plus en plus, notamment avec la dématérialisation et le dépôt légal numérique, qui s'est posé aussi aux collègues pour le dépôt légal du livre numérique notamment, qui va se poser à plein d'autres départements pour le son, ailleurs. Donc c'est aussi en tout cas une veille active que l'on a en tant que chargé de collection, en tant que restaurateur. Après, ce sont aussi des métiers différents. Oui, on est prêt à faire rentrer du fichier numérique à la Bibliothèque nationale. Techniquement, on est prêt ou pas? Oui, on a un serveur, SPAR, qui est un data center, qui normalement est censé pouvoir recueillir plusieurs milliers de téraoctets dans les années à venir. On a de plus en plus, et là récemment la BNF a piloté pour le compte du ministère une grande commande à l'intention de 200 photojournalistes. Nous n'avons pas l'ensemble des tirages de ces reportages édités, mais nous conservons l'entièreté des reportages sous forme numérique. Donc ce sont des fichiers numériques dont il va falloir qu'on assure la conservation pérenne. Donc ce sont des réflexions. La conservation pérenne et la sécurité. Et la sécurité, absolument. Parce que là, on n'aura pas qu'à ouvrir notre sac en sortant du bâtiment. Là, ça se passe dans des tuyaux numériques. Oui, exactement. Et d'ailleurs, j'ai lu un article tout à l'heure qui est assez flippant, puisqu'il commence à y avoir des pillages de fichiers numériques. Il y a un article qui est paru hier, j'ai trouvé ça sur Facebook ce matin, et ça commence à poser des problèmes. Et donc, tout le monde se pose des questions. Où va-t-on avec tous ces fichiers numériques? Voilà, c'était juste... Exactement. Que je voulais dire. Mais je trouve ça très bien, l'intelligence artificielle et les fichiers numériques, je trouve ça très bien. Mais c'est un autre métier. Voilà. Oui. On risque peut-être même de ne plus avoir de restaurateurs en physique dans les institutions, puisque ça pourra se faire à distance, les restaurations. Oui, mais tant qu'on a du papier, on a des restaurateurs. Oui. Exactement. Tant qu'on a du papier, il y a l'espoir. Ce qu'il y a déjà dans les magasins. Exactement. Oui, c'était ici, ça va, on a de quoi faire. Et on a de quoi faire, On a de quoi faire. 7 millions. Voilà. Oui. Voilà. Alors sur ces derniers mots, peut-être laisser la parole vous remercier tous les trois pour cet échange très enrichissant, et peut-être laisser la parole au public s'il y a des questions ou des débats à lancer sur le métier de restaurateur.
Merci À moins que beaucoup. vous ayez très froid, parce qu'apparemment il fait très froid dans la salle. C'est vrai ou pas? Non, pas du tout. Ça va. Non, elle est chauffée. Ah bon, je croyais qu'elle était fraîche. Non, du coup, Alors, on vous écoute. Je me présente. Voilà. Donc, je suis Amélie Métivier, je suis adjointe au directeur des études du département des restaurateurs en charge de la formation initiale. J'ai vu l'expo et parce que j'essaye de comprendre ma spécialité initialement, c'est la sculpture. Donc j'ai eu des cours de Anne Cartier-Bresson pendant mes études à MST, mais ça commence à dater. Donc c'est une réalité assez éloignée de ce que je connais le mieux. Donc je suis allée voir l'expo, je me suis beaucoup posé la question de savoir quels étaient vos objets. Je suis très contente parce que je vois que les objets sont les objets physiques. Mais par exemple, quand on arrive à la vidéo j'ai retrouvé le nom Oscar Munoz, je me suis dit tiens, et ça? Ah oui, alors ça c'est un prêt justement, hein, c'est ce que j'ai dit. Je rêverais que le département multimédia de la BNF conserve une œuvre d'Oscar Munoz, mais c'est un autre métier. Donc, et par exemple sur le lait, je me suis posé la question dans la mesure où c'est un tirage numérique. Est-ce que, au fond, il n'y a pas une partie de ces œuvres qui seraient refaites pour les expositions à partir d'un certain nombre de préconisations? Et ça m'amène à ma véritable question, c'est quand vous achetez, qu'est-ce qui va avec? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un dossier, type dossier d'acquisition, qui explique quelle technique a utilisé, quelle est la référence du papier? Enfin, est-ce que c'est une pratique? Justement, fallait que j'en parle à Héloïse. Oui, non, en fait, alors on a. À l'heure actuelle, quand on acquiert une œuvre, on veille surtout à la question de l'utilisation du droit à l'image, du droit la propriété intellectuelle de l'auteur. Donc c'est surtout ça que cadre le contrat d'acquisition. En ce qui concerne la restauration et la conservation à proprement parler de l'œuvre, on n'a pas toute cette documentation. On a une légende assez bien garnie. Après, et ça c'est peut-être quand même aussi un point essentiel sur lequel on n'a peut-être pas forcément assez insisté, mais on dialogue quand même énormément avec les photographes. Les restaurateurs ont pu échanger avec eux directement. Voilà. Alors c'est vrai que là, en l'occurrence, ils sont vivants, ils sont là, ils peuvent se déplacer physiquement à la BNF, à l'atelier de restauration, mais c'est une chose à laquelle on songe, de se dire de faire de vraies documentation d'œuvres, éventuellement de conserver un fichier numérique de l'œuvre pour la réactiver ou la reproduire le cas échéant, mais encore faut-il qu'on y soit autorisé par l'artiste, qui est aussi un cas juridique présent. Donc on a cette réflexion aussi. Moi j'essaye la plupart du temps d'acquérir aussi bien l'œuvre physique que le fichier numérique, donc de faire cette double acquisition justement en vue de la conservation. Je peux pas le systématiser aussi. Il y a des photographes qui s'y opposent, qui s'interrogent sur la possibilité pour la BNF de conserver un filigrane numérique dans l'œuvre. Voilà, donc ces questions-là, on est en plein brainstorming. Ouais. La question des retirages, elle est aussi plus complexe qu'elle n'en a l'air, parce que on a aussi une obsolescence des encres, des imprimantes, c'est-à-dire qu'une œuvre qui va être imprimée maintenant, dans 10 ans, n'aura plus forcément la même technologie, donc ce sera pas la même. Et puis les profils d'impression, c'est-à-dire les profils colorimétriques, est-ce que ce sera les mêmes, etc. Et ça s'est déjà vu, on a déjà vu ce cas-là avec Bertrand Sainte-Marthe et Bruno Le Namouric au CNAP. Et même un artiste qui valide un retirage d'une même œuvre, en fait, l'œuvre, elle sera pas forcément identique. Du coup, c'est quoi l'original? Et c'est très compliqué comme question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour votre intervention. Je voulais savoir comment vous procédez, parce que justement, une photographie est un document qui se dégrade. Donc, comment vous arrivez à déterminer en fait le
le moment où la photographie arrive dans vos collections, son état et l'avancement de la dégradation, et comment vous arrivez à juger justement de cet état de fait dans la temporalité. Philippe, tu veux répondre ou je réponds, Céline ? Tu peux répondre si tu veux. D'accord. Alors, en fait, c'est une question aussi de priorisation. Ça, c'est en concertation avec les conservateurs. Hein, quand il y a une acquisition, ça passe pas forcément toujours par l'atelier. Les chargés de collection aussi sont tout à fait capables de considérer une œuvre et de voir si ces dégradations la mettent en danger. C'est-à-dire que si... mettons une partie est déchirée, évidemment, si on a une œuvre qui est en 2 morceaux, on va forcément nous la voir à l'atelier pour lui rendre son intégrité, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte. Mais c'est une question de priorité. Si elle n'est pas en danger physique immédiat, peut-être que ça peut attendre, peut-être qu'on peut traiter autre chose de plus urgent, etc. Enfin, la dégradation, elle est inégale d'une œuvre à l'autre, mais c'est que des cas particuliers en fait. Comment physiquement vous voyez, comment vous pouvez constater, vous prenez un cliché de la photographie au départ et vous la comparez avec c'est ça ma question. Au niveau technique, il y a différentes techniques photo, il y a des techniques qui sont beaucoup plus sensibles et qui vont vieillir beaucoup plus rapidement et que d'autres qui sont beaucoup plus pérennes. Ça, déjà, dans la technique de la photo, on a déjà cette sensibilité qui est très présente, et c'est ce qu'on a beaucoup travaillé avec Héloïse pendant le montage de l'exposition. C'est aussi, quand on ne connaissait pas la technique, justement, on essayait d'analyser beaucoup plus pour pouvoir avoir une idée de son risque à l'exposition. Oui. On a fait un gros travail d'identification des procédés pour épreuve de la matière pour beaucoup de photos que Anne-Sophie nous apportait au fur et à mesure à l'atelier quand on avait un doute. Et Anne-Sophie Lazou, qui est gestionnaire de collection et qui travaille avec moi et qui a été aussi une des chevilles ouvrières de l'exposition. Et donc, on a fait beaucoup d'identification, justement, comme disait Céline, pour connaître les risques. Et effectivement, il y a des œuvres, le avant-après exposition risque d'être, l'antotype notamment, et peut-être d'autres, celles qui ont des problèmes de fixage, comme les Trommer aussi, dont parlait Philippe tout à l'heure. Là, ça va être une comparaison visuelle, tout simplement, entre les deux, entre le avant et le après. Donc, d'où la nécessité d'avoir une bonne documentation aussi. Voilà, peut-être que Héloïse, va falloir que tu prennes les photos par 2. Comme ça, on en range. J'en prends une de rechange à chaque fois. J'aurais pas le budget pour Philippe. Le stockage. Voilà. Non, après, si pour ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit par mes collègues, dire quand même effectivement, moi j'ai mon regard, mais quand j'ai des doutes, je prends conseil aussi auprès de mes collègues restaurateurs. Il y a il y a eu une proposition d'acquisition qui m'a été faite dans le cadre d'une œuvre qui ne nous appartient pas et qui est exposée dans l'épreuve de la matière, et pour laquelle on en a discuté ensemble. Il me semblait un peu risqué de la prendre dans les collections pour plusieurs raisons. Le manque de recul par rapport à la technique utilisée d'une part, et d'autre part aussi la réalité de nos conditions de stockage et de conservation à la BNF. Alors nous sommes une bibliothèque, nous ne sommes pas un musée, même si nous avons aussi cette double appellation. Il est vrai que on a des magasins climatisés, mais on stocke, étant donné la volumétrie de nos collections, on stocke beaucoup à plat dans des boîtes. On a des contraintes de format, toutes les œuvres ne sont pas encadrées, certaines le demeurent parce que c'est une volonté de l'artiste, parce que c'est aussi plus sécure pour elle de rester encadrée, mais on a aussi cette réalité-là par rapport à nos magasins, à nos réserves, et on doit pouvoir composer avec ça. Donc, ce qui fait que parfois aussi, pour des questions de conservation et de restauration, il y a des œuvres qui n'entrent pas dans les collections, mais qui peuvent trouver tout à fait leur place dans des collections de musées contemporains plus équipés que nous le sommes.
c'est des compromis aussi. Voilà, la restauration est beaucoup une histoire de compromis. Tout à fait. La plupart du temps. Monsieur, vous aviez une question, je crois. Bonjour. Je vois que vous refusez des cadeaux empoisonnés, en fait. C'est pas mal. Alors, quand c'est des cadeaux, on peut y réfléchir. On peut pas, un cadeau, on refuse pas. Quand on engage de l'argent public, là, c'est ça. Mais je vois que pour restaurer ou protéger une photo, quelquefois, ça vous coûte beaucoup plus cher que l'œuvre lui-même à l'achat. Et félicitations pour ça. Ma question, c'était aussi par rapport à vos expériences pour la photographie ancienne, argentique, et par rapport à la photographie contemporaine, où il y a incroyablement de techniques et de mélanges, chaque artiste fait un peu à sa sauce. Et je pense que vous êtes peut-être plus à l'aise pour restaurer des vieilles photographies parce que vous avez un recul de temps qui a permis d'expérimenter les techniques de restauration. Avec les nouvelles œuvres, c'est peut-être plus compliqué parce que c'est tout récent, vous ne savez pas quel produit l'artiste a utilisé, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour le préserver. Alors je vous dirais oui et non. Oui et non parce que à la fois on ne sait pas, mais on peut aussi faire des tests. Et puis pour les photos du 19e, on peut aussi avoir certaines surprises, certaines interrogations. Il y en a encore une hier et ce matin. Et rien n'est vraiment évident. Au 19e siècle, il y avait aussi énormément de techniques différentes. Il y a plus d'une centaine de techniques différentes entre, mettons, le tout début et le milieu du 20e siècle. À l'heure actuelle, finalement, les techniques sont pas si diversifiées que ça. C'est diversifié, par exemple, pour tout ce qui va être impression numérique, impression jet d'encre, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'encre. Il y a des encres sensibles à l'eau, il y a des encres sensibles à l'alcool. Et c'est pour ça qu'il serait absolument merveilleux d'avoir une documentation quand on a fait l'acquisition d'un tirage numérique, de savoir avec quelle encre ça a été imprimé et même d'avoir un échantillon. C'est mon rêve ultime. Et ça permettrait au moins de se faire une bibliothèque, enfin une photothèque pour justement faire des tests et puis pouvoir aussi multiplier les tests, les essais et puis pouvoir avoir un plus grand recul. Mais c'est un peu vrai, mais c'est pas si évident que ça. Et faut pas, enfin là, on n'est pas non plus dans une confiance totale quand on restaure quelque chose du 19e siècle, parce que les altérations peuvent aussi constituer certaines surprises. C'est-à-dire que quand on a un papier qui va être très abîmé, on aura pu traiter peut-être 150 papiers albuminés qui auront réagi pareil, et puis un jour, en fait, il y en aura un qui réagira différemment, et finalement, on aura des surprises bonnes ou mauvaises. Donc à la fois, vous avez raison, et en même temps, il faut aussi nuancer parce que c'est pas si évident que ça. Oui, voilà, c'est exactement ce que tu dis. C'est aucune certitude quand on commence à vouloir restaurer une œuvre, même si on a l'impression avoir restauré certaines techniques des dizaines, voire des centaines de fois. Moi, chaque fois que je suis face, par exemple, à un papier albuminé, je sais qu'il peut y avoir des surprises, donc je n'y vais pas bille en tête sans réfléchir avant. Voilà. C'était juste, voilà. Pas d'automatisme. Non, surtout pas, parce que vraiment, comme dit Dorothée, il y a vraiment les surprises. Il y a toujours des surprises et vraiment, faut vraiment y aller avec. Faut être très humble. Et ça, c'est pour les étudiants aussi. Oui, non, mais c'est vrai, il y a pas de certitude. Il y a des masses de photographies avec toujours la petite chose en plus qui va faire qu'on va se retrouver face à un problème. Donc vraiment bien réfléchir avant d'engager quoi que ce soit. Voilà, c'était ma petite réflexion. Et ça sera le mot de la fin puisqu'on doit rendre la salle. Donc merci beaucoup. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.